בעזרת השם, נעשה ונצליח. יהיה בעזרת השם שיעור לשם שמיים וגם לעילוי נשמת כל מתה עם ישראל, ובפרט מרים בת ברכה פלורה, qui est décédée il y a quelques jours. Siman Resh Samer Gimel, Rachot Adlakat Nerot. On l'a appris il y a longtemps, mais il y a quelques détails qui seraient sympas de revoir. Mitzvah, Medivre Sofrim, להדליק נר בערב שבת, ויהיה זהיר במצווה זו לעשותו נר יפה. דאמר רב הונא, הרגיל בנר, הביאן לבנים תלמידי חכמים. וראוי לאישה להתפלל אחר ההדלקה, שהשם יתברך ייתן לה בנים תלמידי חכמים, מאירים בתורה. כי בשעת עשיית המצווה, התפילה נשמעת יותר. זאת אומרת, étant donné qu'il va le dire un peu plus tard que la mitzvah, elle incombe plutôt pour la femme, elle incombe sur les deux, sur l'homme et la femme. Mais si la femme est présente, si la femme est pas endormie ou il n'y a pas d'obstacle, en principe c'est elle qui a la priorité. C'est elle qui a la priorité sur la mitzvah. Mais si la femme n'a pas allumé la bougie, à ce moment-là, l'homme il a un problème parce qu'il n'a pas été acquitté de la mitzvah qui incombe sur lui aussi. Donc il doit quand même faire en sorte qu'il sache qu'il va être acquitté. Sinon, il doit allumer la bougie pour soi. Par exemple, si sa femme est à l'hôpital, si elle a accouché, si lui-même il est peut-être à l'hôpital du préserve aussi, ou alors chacun il est peut-être, je sais pas moi, en balade, il est chez ses parents à l'étranger, il garde son père, il garde sa mère. Il peut y avoir toutes sortes de circonstances où temporairement ils sont séparés un jour ou deux. À ce moment-là, ça tombe sur une situation où il est seul, où elle est seule. Chacun devra allumer séparément. C'est pas comme Hanouka. Hanouka, si le mari il est comment Ishubeto, c'est un ner ou beto, c'est-à-dire si par exemple le type il est en milouim, tout ça, sa femme elle allume pour lui, non seulement il est acquitté de la bougie de Hanouka, mais en plus Baal Kocho il est acquitté, c'est-à-dire malgré lui, il peut pas dire non j'ai pas envie d'être acquitté, il peut pas faire ça, tu comprends? Donc il doit être acquitté et en plus il n'a pas tellement le choix. C'est un rêve. Bon. Stéphane, bonsoir, comment vas-tu? Alors donc, Ish ou Beto, c'est pour Hanouka, le ner Hanouka. Mais la bougie du Shabbat, c'est Ish ou Beto, mais dans un sens différent. Où l'homme, il doit être acquitté, disons, comme une locomotive qui tire le wagon. Alors lui, il est le wagon après sa femme. Il est acquitté par sa femme qui allume la bougie de Shabbat. Mais si sa femme n'allume pas, ou alors s'il est ailleurs, alors en contre de la bougie de Hanouka, quand c'est Shabbat, il doit allumer pour soi-même. S'il est en Milouim, s'il est ailleurs, il doit allumer pour lui. Mais Hanouka, c'est différent. Il sera acquitté par sa femme, qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas. Sauf s'il y a des problèmes de fusion horaire. Par exemple, je ne sais pas moi, il est parti en Shlichut, je ne sais pas où, à un endroit, il y a 10 heures de différence. À ce moment-là, Hanouka, ça tombe, lui. Hanouka rentre 10 heures avant sa femme. Alors, il va être obligé d'allumer une bougie de Hanouka là où il est. Et sa femme, le Hanouka, il n'est pas encore entré. Donc il ne pourra pas la quitter et il ne pourra pas être acquitté. Donc chacun va allumer, mais c'est un cas un peu particulier, mais ça peut arriver. Mais si c'est le même fuseau horaire, s'il n'y a pas de problème de synchronisation, à ce moment-là, lui, il est en Milouim ou elle est, je ne sais pas où, n'importe, chez sa mère, chacun doit garder un parent ou n'importe quelle circonstance, un petit peu de honnête comme ça. À ce moment-là, à Hanouka, il sera acquitté qu'il le veuille ou pas, par la bougie allumée par sa femme, ou alors l'inverse, lui, il acquitte sa femme. Ishu Beto, mais à Shabbat, chacun allumera pour soi. D'accord? Mais c'est une mitzvah de Rabbanan, donc on a dit. Mais Ikar Adin, alors, on va ouvrir une parenthèse. Pourquoi c'est une mitzvah de Rabbanan? Il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est pour Kesh Lambait. À l'époque, la bougie, c'était la lumière en fait. C'est-à-dire que les gens, par exemple, si on ne laissait pas la lumière allumée, aujourd'hui, tu rentres chez toi, éteignez la lumière, pourquoi? Une personne, il passe dans la maison, elle allume, et puis elle éteint pas. C'est courant, c'est beaucoup de gens, ils voient ça. Même parfois, c'est les masganim aussi. Ça, c'est un peu plus énervant, mais enfin, ça peut arriver. Mais à l'époque, c'est pas comme ça. Tu allumes une bougie, ça se consume, et ça chauffe aussi. Ça, c'est aussi pas tellement bêtirouti, ça peut brûler, donc on a plutôt tendance à ne pas laisser une bougie allumée, stam, comme ça, parce que j'ai oublié d'éteindre. Aujourd'hui, c'est juste appuyer sur l'interrupteur, et voilà. Mais avant, c'était pas comme ça. Donc, à l'époque, quand il y avait une bougie qui s'allumait, il fallait préparer le terrain, que ce soit pas dangereux, que ça
qu'il y a assez d'huile ou de matière qui va se consumer, de paraffine ou quoi. Donc il fallait faire attention à ça pour programmer le truc. On ne peut pas faire en sorte que ça s'allumera demain matin comme le Sharon Shabbat avec le time. On ne peut pas faire ça avec la bougie. Donc tout doit être programmé différemment. Maintenant, donc on veut que le vendredi soir à Shabbat, quand il fera nuit, on veut qu'il y ait de la lumière. Donc c'est pas une cérémonie, mais il faut organiser ça. C'est une organisation. Comment faire en sorte qu'il y ait de la lumière à la maison alors qu'il n'y a que de la bougie, que des lampes à pétrole ou quoi. D'accord ? Donc là, il faut le programmer. Alors, donc on prépare la bougie et on fera en sorte que la bougie, elle, ça va être la corrélation sur la lumière. Et donc c'est un problème de Shlom Bayit. Parce que s'il n'y a pas de lumière, ça y est, s'il n'y a pas de lumière à la maison, alors la femme elle a cuisiné, quelqu'un qui a cuisiné, la fille elle a cuisiné. Et à ce moment-là, on pose d'abord on ne sait pas opposer les plats. On ne sait pas opposer les plats. Parfois il y a des insectes aussi. On ne voit pas les insectes. Et donc on est embêté avec le plat. Et on ne sait pas aussi quel est le plat, quelle est la bonne cuillère, quel est le truc, quel est le machin. Parfois ça se verse, parfois ci, parfois ça. Et donc en fait il y a un problème de Shlom Bayit. Et aussi il y a un autre inyan. C'est écrit, l'Agma, elle dit que quelqu'un qui est aveugle, le pauvre, quand il mange, il n'est jamais vraiment rassasié, il n'est pas bien rassasié. Pourquoi ? Parce que quand on mange avec les yeux beaucoup avec les yeux. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais enfin c'est un jour d'Allah, donc on ne peut pas trop se ramifier. Mais l'œil, en fait, c'est lui qui conduit vers le cœur et vers toute la convoitise, tous les appétits. Mais si l'œil ne fonctionne pas, ou alors le type il est obligé de fermer les yeux pour, je sais pas, par un traitement ou quoi, parfois ça arrive qu'on lui dit de mettre des lunettes noires pendant un certain temps. Donc il ne va pas voir ce qu'il mange, il ne va pas être rassasié. Et aussi, quand quelqu'un prépare un plat, on présente, et du coup, il n'y a pas de lumière, à ce moment-là, la femme elle va être frustrée parce qu'elle a travaillé dur pour cuisiner, ou la personne qui a cuisiné. Et tout d'un coup, il n'y a pas de présentation. Comment on mange comme si c'était une station d'essence là. Tu prends le truc, la nourriture, tu mets dans la bouche et puis tu sais même pas ce que tu mets dans la bouche. Alors tu vois pas si c'est chaud, tu vois pas ce que tu vas toucher, tu as peur de toucher parce que c'est peut-être brûlant ou quoi. Donc c'est pas mal d'incidents qui sont à prévoir. Et donc il y a un problème de Shlom Bayit. C'est ta faute, non c'est pas de ma faute, fallait pas truc, fallait pas machin. Et puis en fait, il y a une dispute à l'horizon qui peut s'approcher. Donc l'une des raisons les plus importantes c'est Shlom Bayit, Shlom Beto. Donc la raison pour laquelle on a lu une bougie Shabbat, c'est Shlom Beto. Pour voir la nourriture, pour ne pas se planter dans le couloir ou quoi, et puis pas... Vous vous rappelez l'histoire du Rabbi Abtaya, la semaine dedans on l'a raconté. À Rosh Hashanah, Rabbi Abtaya Zatzal, relativement contemporain, hein. À la Deuxième Guerre mondiale, il était encore vivant. Il était un Rosh Hashanah, il y a eu un problème avec la bougie, et il y avait l'obscurité chez lui. À Rosh Hashanah, où il y a les simanim, tout ce qu'on fait, c'est un siman tov pour la nuit. Sa femme, elle amène le plat, elle trébuche sur quelque chose, plat, tout se renverse par terre. Tout. La casserole, la soupe, la nourriture bouillante, tout ça, non seulement il faut nettoyer, il n'y a pas des rats qui viennent, quoi. Mais en plus, il n'y a rien à manger. Donc je te raconte pas l'ambiance, l'angoisse, tu vois. Et siman tov, n'en parlons pas de siman tov. Lui, il a compris qu'il était dans une grande nisayon. Il n'y a pas que lui, il y a aussi sa femme, il faut freiner tout le monde. Et bon, il a réussi à dire à Kol Tova, de faire une bonne ambiance et tout. Ils n'ont pas mangé grand-chose, pour ne pas dire rien peut-être. Et il dit, le Rabbi Yehuda, qu'il n'a pas eu une année aussi metouka que cette année-là. C'est-à-dire, le meilleur siman tov, c'est qu'il a contenu ça, toute la colère, tout, il a fait ça à Kol Tova. On a dit il y a 2-3 semaines, on a fait un jour, quand il y avait les bombardements. Alors lui, quand il a vu qu'il était mis à l'épreuve, et donc il a eu une année très metouka. Donc ça pose un problème de Shlom Bayit. Quand il n'y a pas la lumière à la maison, c'est important qu'il y ait une bonne lumière. D'accord ? La femme, elle veut présenter la table, le sens esthétique. Parfois, nous, on n'attache pas trop d'importance à ça. Mais la femme, elle a mis des serviettes avec un pli particulier. Elle a été à un shiur, à un cours où comment présenter la table. Et bon, alors il faut faire la remarque pour dire que c'est beau, tu vois, sinon la femme elle est frustrée. Mais tout ça, s'il n'y a pas de lumière, alors il n'y a plus rien. Donc il y a la frustration qui s'installe et ça pose un problème. D'accord ? Donc il faut faire attention à cette mitzvah, qu'il y ait de la lumière, Shabbat, le vendredi soir surtout. Après la journée, bon aussi, mais il y a le soleil, donc c'est moins grave. Mais le soir, il faut qu'il y ait une bonne lumière. D'accord ? Mais Ikar Adin, Daïla Adlik Ner Echad, c'est-à-dire une bougie, c'est ce qui est Me'akev, c'est-à-dire il y a une seule bougie, on a quitté la mitzvah. Il n'y a pas besoin de deux. Le minag c'est deux. Zachor Veshamor, il y a un beau chidouche qui dit que
L'homme, il a combien de membres, l'homme? 248. Ramah et Varim. Ramah, Kelashon Rachem, Ramah, 248 membres. Et la femme, elle en a 252. Elle a 4 membres en plus. Et donc Ranav, si tu prends Ramah et Ranav, 252 plus 248, ça fait 500. D'accord? Et Ner, c'est 250. Fois 2, ça fait 500 aussi. Donc 2 Nerot, c'est Ramah et Ranav, c'est Ish et Isha. D'accord? On avait dit une fois, un beau chidouche aussi, Veshameru Bnei Israël et HaShabbat. Les initiales de Veshameru Bnei Israël et HaShabbat, Bnei Yisraël et HaShabbat, Bet Yud Aleph He, Bia, c'est la mitzvah avec la femme. Donc, Ish Veisha, Ner Vener, Ramah Hanav, donc ça se complète, ça fait 2 Nerot, 500 divisé par 2, ça fait 250, 250, ou alors 248, 252. C'est un beau chidouche. Donc c'est mitzvah Shlom Bait, Tarte Mashma, au sens aussi plus intime de l'union entre l'homme et la femme. D'accord? Shlom Bait. Shlom Bait, la Torah elle dit que le membre qui fait le Shlom Bait, c'est le membre de la mitzvah avec la femme. Il s'appelle le membre du Shlom Bait. Bon, à ce point-là. Et donc, c'est un beau rideau pour le Shabbat aussi. D'accord? Le Tomer Dvorah il dit que il n'y a pas que lui, mais ça ramène dans la Gemara, il ramène qu'un homme n'est pas appelé un homme tant qu'il n'est pas marié avec une femme. Il n'est pas appelé un homme. D'accord? Il ramène beaucoup de choses, que même d'après la Kabbale, qu'il n'a pas le modèle qui est parallèle, qui ressemble au modèle de la Shrina dans le ciel. Et donc, il n'est pas, comment ça s'appelle? Il ne peut pas être comparé au modèle céleste du fait qu'il n'est pas marié avec une femme. D'accord? Donc, le Inyan de Shlom Bait, c'est quelque chose de plus intime. Mais Karadin, Daï Ladlik Ner Echad. Une seule bougie pour acquitter la mitzvah, mais la mitzvah Yevesha, sec, sans entrer dans les ségoulot. Yichvot Shabbat. Mikol Makom, Minhagenu Ladlik Efachot Shte Nerot, Echad Keneged Zachor, Echad Keneged Zachor, et Shamor. Zachor, et Yom Shabbat Kadesho, Shamor. D'accord? Alors Zachor, c'est mitzvah positive. D'accord? Shamor, mitzvah négative. Mitzvah négative, c'est Midat Takvura. Din, Midat Adin. Côté gauche, c'est la femme. Midat Adin, la femme. Et Midat Arachamim, c'est l'homme. Zachor. Zachar, Melachon Zachar, masculin. D'accord? Lizkor. Talmud Torah, Lizkor. Donc Zachor et Yom HaShabbat Likadesho. Echad keneged Zachor, Echad keneged Shamor. Minag. Il y a d'autres minagim, les Ashkenaziot, elles ont des minagim qui allument 7. Il y en a qui allument keneged Minyana Bnei Habayit. Si elle a 3 enfants et le mari, la femme, ça fait 5, elle allume 5 bougies. Il y a toutes sortes de minagim. Nous, on n'a pas tellement ce minag-là. Nous, on allume 2 bougies. Minag Sfaradim. D'accord? Et si quelqu'un, il a allumé 5, 6 bougies parce qu'il croyait que c'est comme ça qu'il faut faire, un jour, on lui dit non, c'est pas notre minag. Et qu'il dit tiens, et il a envie d'arrêter ça. Est-ce qu'il doit faire un Taratendari? Parce qu'il a fait ça plusieurs fois. Si on fait une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Il a fait ça plus que 3 fois, au moins 3 fois. À ce moment-là, ça devient un éder, un vœu. Une mitzvah qui a été faite, même une chouma qui a été faite 3 fois d'affilée, c'est un vœu. Maintenant, est-ce qu'il doit défaire le vœu à Tarat Nedarim, regretter le vœu, parce qu'il n'a pas dit bien? Alors on va dire, il ramène que, étant donné que, comme il s'est engagé à ce vœu-là, peu importe comment, parce qu'il a fait 3 fois, parce qu'il a cru qu'il fallait le faire, ou quoi, il croyait que c'était la mitzvah, il croyait que c'était comme ça qu'il faut le faire. Mais étant donné c'est par ignorance qu'il a cru qu'il fallait le faire. Mais en fait, il ne fallait pas le faire parce que ce n'est pas notre coutume à nous. Il a simplement imité, comme en France, beaucoup, ils ont souvent des rabbanim ashkenazim qui ne rappellent pas toujours que c'est le minag des ashkenazim. On a l'impression que c'est le minag, entre guillemets, comme si c'était le minag général. Et il n'y a pas tellement de précision que ce n'est pas tout à fait votre minag. On croit que c'est tout le monde pareil. En fait, on ne se rend pas compte qu'on imite une coutume d'une notre Eda, c'est pas tout à fait notre coutume. De ce fait, un beau jour, il se réveille, après 2 semaines, après 20 ans, on dit tiens, c'est pas ma coutume, il ne savait pas. Est-ce qu'il doit faire un Tarat Nedarim? Réponse, il n'est pas obligé. Il peut le faire s'il veut, mais il n'est pas obligé. Si il veut s'arrêter dès maintenant, à partir de maintenant, du moment où il sait que c'est pas sa coutume à lui, le décompte, il est remis à 0. Maintenant, s'il continue, là, éventuellement, même s'il fait une seule fois, déjà, Megaledato, il met en évidence qu'il est intéressé à continuer. Et là, peut-être que même 3 fois, je ne sais plus, c'est peut-être même pas nécessaire de faire 3 fois. Et étant donné qu'il continue le train-train,
Donc là, peut-être qu'il a un neder. Je ne sais pas s'il faut une seule fois ou 3 fois. Mais en tout cas, il peut s'arrêter sans atarat nedarim. Al-pi alacha, d'accord? Il n'est pas obligé de faire une atarat nedarim si tout de suite, dès qu'il le sait, il s'arrête. Pour tous les minagim. Tous les minagim, n'importe quel minag, il a imité le minag de quelqu'un d'autre. Et il a cru que c'était son minag. Un beau jour, il va dans un chiot, on lui dit, il a compris qu'il s'est trompé. Il peut s'arrêter au même moment à faire ce minag-là, même s'il a fait 20 ans. Sans faire atarat nedarim. Ok? Donc nous, on a la coutume, nous les Sfaradim, d'allumer 2 bougies. Ça, on a cette coutume-là. Zachor et Shamor. On ramène dans la Gemara... C'est quoi la différence entre Atarat Nedarim et Afarat Nedarim? Ah. Quoi? Entre Atara et Afara. C'est quoi Afara? Parce que je suis en train d'étudier j'étudie la Gemara de Kiddushin. Je suis pas tellement baki là-dedans, mais on trouve un exemple de Afara quand, par exemple, l'homme, il entend que sa femme, elle a fait un vœu négatif, par exemple, qu'elle veut se priver de quelque chose. Dans les 24 heures, il peut faire Afara, Meferlo. Le langage qui est employé, c'est Mefer. Il n'est même pas obligé de lui dire à sa femme. Même sa femme, elle n'est même pas au courant si ça se trouve. Il dit qu'il défait le vœu de sa femme. Certains vœux, pas tous les vœux. Les vœux, par exemple, qu'elle veut jeûner, par exemple. Ça, c'est un vœu typique où sa femme, elle dit, maintenant, elle jeûnera 2 fois par semaine. Oh, elle va faire ça, elle va tenir le coup à tout casser 2 semaines. Il lui fait mais faire là, il lui défait le vœu, même sans lui dire, parce que s'il lui dit, elle va se mettre en colère peut-être, je sais pas. D'accord? Et là, ça s'appelle Afara. Mais Atara, c'est quand on a fait un vœu, et ensuite le type il se rend compte où il s'tabère. Il veut par exemple, il a acheté une alia, et il a payé ça 1000 shekels, 2000 shekels, ça. Après sa femme me dit, mais purée, tu as oublié, on n'a pas remboursé ci, on n'a pas remboursé. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors il va se mettre devant trois juifs et il fait Atarat Nedarim, Atara. On lui dit, si tu avais su que la situation elle se développerait comme ci ou comme ça, tu aurais fait le Neder. Non, ça s'appelle un pétard. On lui fait un pétard, Atara, pas Afara, Atarat Neder, et là il n'a plus de Neder. D'accord? Ça s'appelle Atara. Donc quand on fait un vœu, on fait Atara. Afara, c'est un autre ignan, entre autres quand celui il défait à sa femme. Juste pour revenir, Shamor, les apports, c'est quoi qui est positif et négatif? Par exemple, Shamor, c'est mitzvah négative. Ça veut dire quoi? C'est les interdits. L'ota'ase, l'otevashnu, tous les sourim, les 39 travaux, qu'il ne faut pas coudre, qu'il ne faut pas cuire, etc. C'est lave, c'est l'eau. Mais Zachor, faire le kiddush, tout ce qui est positif. Les mitzvot positives, les ordonnances positives. Donc c'est Zachor, et négative, c'est l'eau, la vie. D'accord? Manger 3 repas, c'est positif. Zachor. Mais Ikaradin, on dit que, donc, Minagenu l'adlik lefachot shte nerot. Echad keneged Zachor et Yom HaShabbat, ve'echad keneged Shamor et Yom HaShabbat. וכל המרבה בנרות לכבוד שבת, הרי זו משובח. C'est-à-dire celui qui rajoute des nérotes, c'est sheva, c'est bien. ויש הנוהגות להדליק 7 נרות או יותר. ויש מדליקות כנגד מספר הנפשות של בני הבית, וכשנולד ילד מוסיפים עוד נר. Ils ont 5 enfants, ils allument 7. Il y a une naissance, ils allument 8. D'accord. Il y a des maisons derrière la grotte de Yahunavi et la grotte de Rashbi. Comment? C'est bien d'allumer plusieurs bougies. Ouais. Il y a un bénichra intéressant dans une réponse qu'il donne. Oui. Où il y en a ce qu'ils font. Ils laissent de l'huile d'olive qui va rester allumée jusqu'au lendemain soir. Vous avez vu des choses comme ça? Oui, ça arrive, mais c'est pas... Alors j'ai vu quelques maisons comme ça, ils mettent beaucoup d'huile de manière que ça reste allumé tout le Shabbat, ou le maximum de temps, presque à la fin du Shabbat, ou comme ça. D'accord. Ça rappelle un peu le Midrash où quand Yitzhak Avinu, il est rentré dans la tente de sa mère. Alors il y avait toujours un ès qui s'est passé que sa mère, Rivka, Sarah, sa mère Sarah, les bougies elles étaient allumées du Shabbat et elles restaient par miracle allumées tout le Shabbat. Alors peut-être qu'ils veulent se rappeler de ce midrash là. Mais il y a un Ben Ishraï qui ramène, pas dans le Ben Ishraï, il ramène que il y a Baltashrit.
C'est-à-dire que ça sert à rien de faire ça. Et le Ben Israël dit, il vaut mieux donner à l'époque, lui, il savait beaucoup de valeur. Ça coûtait cher, aujourd'hui, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut quand même pas grand-chose. C'est pas mashmaouti, c'est pas très significatif. Mais quand même, c'est quelques shkalim. Mais le Ben Israël dit, il vaut mieux donner ça aux pauvres. C'est beaucoup plus mitzvah que d'allumer. Et en plus, même si ça rappelle le Midrash avec Sarah et Menon, mais le Midrash Sarah et Menon, c'est un miracle. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute plein d'huile pour que ça reste allumé. C'est pas la même chose que Sarah. Sarah, c'était allumé, elle mettait une bougie normale et ça restait allumé tout le Shabbat. C'était un miracle. Mais nous, c'est pas un miracle. On met un quart de bouteille pour que ça reste allumé tout le Shabbat, donc c'est différent. C'est pas la même idée. Après, on va se coucher, ça reste allumé. Pourquoi faire? Donc, l'essentiel, c'est quoi le minimum? La brute. C'est quoi le minimum? Alors, il faut qu'on puisse jouir de la lumière. C'est-à-dire, par exemple, si la femme, elle reste à la maison, elle reste à côté des bougies, et comment dirais-je, je sais pas, elle arrange la table, elle est dans le salon, elle jouit de la lumière des bougies, c'est bon. Même si ça s'éteint après, c'est pas grave. Il vaut mieux que ça reste allumé un peu pendant le repas, c'est l'idéal. Mais, par exemple, si tu rentres à la maison avec ta femme, et ton épouse, elle a été à la synagogue, il n'y avait personne à la maison, à ce moment-là, il faut que ça reste allumé, jusqu'au moment où on rentre, pour qu'on puisse jouir aussi de la bougie. Nafka Mena, quand par exemple une personne est invitée, qu'elle va à la synagogue, elle allume la bougie, mais elle va rentrer dans quelques heures. Si tu fais la bracha sur les bougies du Shabbat, il faut prévoir quoi? Qu'on puisse jouir de cette bougie de Shabbat. Donc quand on va rentrer dans 3-4 heures, peu importe, il faut programmer, se synchroniser que quand on rentre à la maison, il y a encore de la lumière pour jouir du Shabbat. Et sinon, s'il n'a pas assez programmé, c'est-à-dire d'emblée il n'a pas mis assez de bougies, de paraffine ou d'huile, à ce moment-là c'est bracha levatala. Bracha levatala. Parce qu'il a fait la Adlik Nechsha Shabbat à condition qu'on va en jouir. Le but, la mitzvah c'est d'allumer. Mais la mitzvah d'allumer, elle dépend de quoi? Du résultat. C'est pour obtenir un résultat que la maison soit éclairée. Maintenant, si la maison est éclairée, il n'y a personne pour jouir de la lumière. Ça ne sert à rien, la maison n'a pas besoin de lumière, c'est nous qu'on a besoin de voir la lumière à la maison. Alors là-dessus, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, avant ce que je faisais, moi, j'allumais les lumières, et après mon épouse allumait les bougies. Maintenant, j'ai appris ça, oui. il faut faire l'inverse. Bonne remarque, Jacob. Il faut faire l'inverse. Je fais une remarque. Il dit une remarque que quand on allume les bougies, c'est effectivement ce que tu ramènes, c'est écrit dans Yakut Yosef. Bon, on va expliquer déjà. Nous, par exemple, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse. Une femme, Sfaradia, qui a été accoucher un enfant, Baruch Hashem, à l'hôpital, elle est à l'hôpital, il y a encore peut-être d'autres femmes aussi qui allument les bougies. D'accord? Et il n'y a pas toujours que des Arabes dans la chambre, il y a peut-être d'autres femmes qui sont... Donc elle va allumer les bougies et il y a d'autres femmes, alors ils ont peur qu'il y ait un incendie, ils disent vous faites ça au coin où là où on va manger. Bon, c'est des femmes qui ont accouché, donc il n'y a pas un grand un petit coin au bout du couloir, on s'assoit, on mange quelque chose, et souvent elles amènent de la maison où il y a des urgonim qui ramènent un peu à manger, donc ils se débrouillent comme ça, d'accord? Maintenant, quand elle arrive au Kheda Oré, elle voit qu'il y a déjà une bougie qui est allumée. Une femme déjà l'a devancée, a allumé la bougie. Alors, on rentre dans cette marloquette. Est-ce que oui ou non on fait la bracha sur Tosefet Ora? Tosefet Or. C'est-à-dire que la bougie a déjà été allumée. Donc quand on va allumer une autre bougie, ça va être Tosefet. D'accord? Les Ashkenazim, ils font la bracha sur Tosefet Ora. Mais les Sfaradim ne font pas la bracha sur Tosefet Ora. C'est une marloquette. Donc la solution, c'est que la Sfaradia, si l'autre femme, c'est une Ashkenazia par exemple, qu'elle aille la voir, qu'elle dit je t'en prie, fais-moi une faveur, laisse-moi allumer la première parce que moi je pourrais faire la bracha que si je suis la première. À ce moment-là, l'autre, elle dit une barrière. Elle ensuite, elle pourra faire la bracha sur la bougie supplémentaire parce qu'eux, ils ont la coutume de faire la bracha même sur une bougie supplémentaire. Tosefet Ora. D'accord? Mais pas nous. Maintenant, on revient sur la lumière électrique. Maintenant, quand tu vas allumer les bougies, nous, dans notre réalité aujourd'hui, on a des lampadaires, Qu'est-ce que c'est la bougie? La bougie, c'est peut-être... Tu te poses une question à quelqu'un, pourquoi tu allumes une bougie de Shabbat? Qu'est-ce que ça s'appelle jouir? Une fois, je me rappelle, on a posé dans un chiot. On a dit, en quoi vous jouissez de la bougie de Shabbat? Alors, il y en a qui dit, ah, c'est beau, on rentre à l'ambiance du Shabbat, on voit des bougies. Mais c'est pas ça, en fait. Jouir des bougies du Shabbat, c'est la lumière. La lumière qui jaillit de la bougie.
et qu'on peut voir les repas. Oui. On peut voir la table, on peut voir le... Et c'est ça, à jouir. Donc quand on allume une bougie et qu'il y a un lampadaire électrique qui est, je sais pas moi, un projecteur, tu vois, et que la bougie s'allume, ça ajoute à peine de la lumière. Est-ce qu'on tombe dans le créneau de la marloquette? Est-ce qu'on fait la bracha sur Tosefet Ora ou non? D'accord? C'est ça, vous avez compris la problématique. Réponse. Alors, déjà, le truc, c'est qu'il y a quand même une différence. C'est que celui qui allume une bougie de Shabbat, par exemple, 2 heures avant Shabbat, 3 heures avant Shabbat, l'onikar chez Zener Shabbat. C'est pas mis en évidence, bichlal, que c'est une bougie de Shabbat. La lumière, elle est allumée depuis ce matin, depuis midi. Bon, elle continue à être allumée. À la tzad, sur le côté que c'est allumé dans la maison, c'est bien. Le résultat, il est taquine, il est très bien. Il y a une bonne lumière, à kol beseder. Mais au niveau de l'acte d'allumer la bougie, il n'y a pas eu l'acte, parce que c'était déjà allumé. C'était un état statique qui était déjà allumé. D'accord? Donc la lumière qui était déjà allumée toute la journée, dans Menastam, c'est allumé tout le temps, parce qu'on arrange tout ça, c'est une lumière qui roule, pas une lumière Kodesh, pas une lumière de Shabbat. C'est pas une bougie de Shabbat qui est allumée d'Ichvot Shabbat. Donc c'est différent quand même de l'allumage d'une bougie de Shabbat qui a été allumée la première, ensuite vient une autre femme qui va allumer. Parce que dans le cas du Cheder Ochel à l'hôpital, c'est une deuxième bougie de Shabbat. Tandis que là, quand on allume une bougie, en plus d'une lumière qui n'a pas été allumée pour Shabbat, là, c'est pas considéré tout à fait comme Tosefet Ora dans le sens que ça va être un obstacle là-bas. D'accord? Ça veut dire, le Rav explique dans le Chazon Vadia qu'il dit c'est bien quand même, c'est pas obligé, mais c'est bien d'éteindre la lumière et d'allumer la bougie du Shabbat. Et après, bon, tu bénis les enfants de ça, ensuite, ou quelqu'un d'autre allume le disjoncteur pour réallumer la lumière du salon, etc. De manière que la bracha soit faite sur la bougie, et après la bougie, il y a la lumière électrique. Tu auras l'avantage que même la lumière électrique, il y aura dessus une bracha. Et en plus, tu seras sorti complètement de l'histoire de ton Sefer Torah, etc. Mais c'est pas Me'akev. C'est pas obligé. Le Rav, il n'a pas... comment dirais-je, il n'a pas été posé que c'est Me'akev, qu'il faut impérativement le faire. D'accord? Et d'ailleurs, son fils témoigne que jamais le Rav ne l'a fait, cette salle. J'ai rien compris. C'est quoi cette histoire-là? Maintenant, il y a une lumière, d'accord? Il y a tous les fluorescentes, là, tous les... Tu allumes la lumière après. On va allumer une bougie de Shabbat ici. On fait le Shabbat ici, admettons. Tu allumes une petite bougie. De quoi elle a l'air ta bougie à côté de tous les fluorescents, tous les LED qui sont allumés? Il y a 15 LEDim qui sont allumés. Ta bougie, elle a l'air de quoi? Elle va se cacher, ta bougie. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'a pas d'impact au niveau contraste. Voilà, ça devient symbolique du fait que ça rajoute 3% de lumière, même pas. Non, mais tu allumes tes bougies et après tu allumes la lumière. Alors, est-ce qu'on est obligé d'éteindre la lumière avant d'allumer les bougies de Shabbat ou pas? Réponse, on n'est pas obligé, c'est mieux de le faire. C'est ça le Tarles, d'accord? Le fils, le Rav David Yosef Zatsa, Shirie, le fils, pas l'aîné, lui il dit que, d'après ce qu'il écrit, c'est pratiquement Me'akev, c'est beaucoup plus Me'akev chez lui, d'après sa chita. Mais le Rav Ovadia non, il écrit pas comme ça. Et le Rav Yitzhak, il explique, il témoigne que jamais il a vu son père faire ça trop moi. Jamais à la maison où il a grandi, jamais il a vu qu'ils ont fait comme ça. D'accord? Donc le père il écrit que c'est bien de le faire, celui qui veut le faire là-bas, c'est bien. Mais si tu as oublié de le faire, il n'y a pas le temps, tout le monde court dans tous les sens. La maison elle a d'un sous-marin, tu sais, les Shabbats comme ça, dans le sens, il y a des prix qui me pendent, qu'est-ce que tu fais? Tu es sur mon chemin? Non, c'est pas que c'est mon chemin. Donc, comment dire, tu veux pas, comment dire, non, il faut d'abord éteindre et ensuite allumer comme ça, tu vois, c'était... Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des autres... Comment? Le sous-marin, mais tu entends le radar avec la torpille qui s'approche, comme ça, tu vois, comme ça. Chacun fait comme ça. Les sonars, comme ça. Remarque, on a vu ça il y a quelques temps avec les sirènes. On s'assoit à la synagogue. Incroyable. C'est clair, cette histoire de bougie? Non, là c'est bon. Par rapport aux bougies de Shabbat. Alors attends une seconde, rappelle-moi pour la bougie, qu'est-ce qu'elle fait la femme si quelqu'un allumé avant elle? Je t'écoute. Il faut faire le kidouche avec les bougies visibles ou pas? C'est mieux, évidemment. C'est pas obligé. Tu veux dire si la femme elle va allumer par exemple la bougie à la cuisine? Sur les côtés et que bon, on les voit pas quoi. C'est mieux, mais il faut que ce soit un endroit où on en jouit. Par exemple, si elle a allumé à la cuisine, la femme, et que là-bas elle prépare le plat, elle prépare le truc, machin chouette, ça va. Elle est quand même néhénette, elle jouit de la lumière quelque part. C'est pas vraiment le kiff d'avoir la bougie pour éclairer le repas.
C'est pas la jouissance proprement dite, mais ça s'appelle quand même jouir. Tu arranges quelque chose. D'accord. La preuve, c'est que si tu es invité, on va le voir, le Rav va en parler, si par exemple tu invites ta bru ou tu invites ta fille qui est mariée et que tu leur donnes une chambre parce qu'elle est avec son mari, voilà, par exemple ta fille s'est mariée il n'y a pas longtemps, quand ils viennent et il y avait les sirènes, tu les as invités au prochain chez toi. Alors peut-être éventuellement tu dois laisser, tu m'as dit dans l'abri, elle dormait dans l'abri, c'est ça? Bon alors, admettons que c'est pas l'abri, parce que l'abri c'est un peu le... C'est ouvert un peu à tout le monde, disons. Mais une chambre qui est attitrée qu'à eux. C'est vrai, il y a moins d'intimité. Alors tu leur attitres une pièce. Et ils vont être là-bas, bon, par savoir-vivre, par intimité, par discrétion. Personne n'ose rentrer dans la pièce de la bru et du Khatan Lakala. T'as pas la porte, je vous la porte. Alors ils ont une clé, personne n'ose rentrer. De ce fait que c'est une chambre qui est, pour le Shabbat, qui leur est attitrée, de ce fait, ils doivent allumer une bougie dans la chambre où ils vont dormir, avec bracha. Alors ce qu'on peut faire, si c'est vraiment Mesoukan, tu peux acheter une petite pile à 3 watts, 5 watts, 10 watts comme ça. Elle fait la bracha, on a le droit de faire la bracha, c'est notre halakha, sur l'électricité. Tu fais, elle fait, le Kanem el Haolam, Asher Kidesham Zveta Betzvanu Adlik Ner Shel Shabbat, tac, elle fait rentrer le petit panas, et donc elle aura la lumière. Et si ça dérange pour dormir, comment on fait? Tu prends une chaussette ou un habit, tu mets propre, hein. Oui, tu mets sur la lumière, et puis comme ça fait. Tu ouvres et tu allumes et tu éteins. Tu éteins rien. Mais les invités, ils invitent avec l'autre. Ils allument avec l'autre. Ah oui. Avec quoi? Le balabait. Oui, mais si tu donnes. Oui, mais quand ils allument avec le balabait, ils peuvent pas faire la bracha. Mais ils font pas la bracha. Ils font pas la bracha. Non, ils perdent la bracha. Mais pour qu'ils gagnent la bracha, pour qu'ils gagnent la bracha, elle va allumer dans sa pièce où elle va dormir attitrée, et là ils vont faire la bracha. Donc elle gagne la bracha. Bien sûr. C'est obligatoire ça? Qui gagne la bracha? Celle qui est invitée? Disons que c'est. Oui, la bru, elle gagne la bracha. Elle va s'acquitter de la mitzvah, c'est sûr. Pourquoi ne serait-elle pas acquittée de sa mitzvah? Est-ce qu'il y a une option de... On donne une prouta pour l'huile qu'on lui offre. Non, ça c'est Hanouka, prouta. Non, parce qu'il n'y a pas de bracha, mais elle ne pourra pas faire la bracha. Ou alors elle sera acquittée par la mère, mais c'est pas pareil que si elle le fait elle-même. Quand même, elle fait sa mitzvah à elle. Tu comprends? Elle est invitée, elle n'est pas chez elle. Alors, ça dépend, mais si la maîtresse de maison lui dit, voilà, on vous a donné une pièce, le coin de la bougie, et s'il n'y a pas de coin de la bougie, voilà, on vous a prévu un petit panace comme ça. Tu vois, ça coûte quoi? 5 shekels, 10 shekels? Non, ouais, ils ont ramené comme ça. Parfois, c'est pour les enfants, ils ont peur la nuit, tu leur mets un petit truc comme ça, ils sont tranquilles. Okay. Bon, alors, on a parfois 2 ou 3 petits panaces comme ça dans la maison. Des veilles, des lampes de veille comme ça. Et la femme qu'elle invite, elle ne peut pas l'acquitter à la personne? Elle peut, mais tu compares une bracha où elle va s'acquitter elle-même avec bracha, tout ça, avec le fait qu'elle va être à côté de la bata, c'est différent. C'est obligé ou ça? Je ne sais pas si c'est vraiment bougé à 100%, mais enfin, ce serait quand même quelque part louper une mitzvah. Tu loupes une mitzvah. Que fait une femme qui a oublié d'allumer les bougies, par exemple? Elle a une faute ou pas? Une femme qui a allumé. Elle a oublié, ou alors elle a dépassé le temps. Elle veut allumer, hop, la shkia elle est arrivée. Non, n'allume pas. Ou alors dans 30 secondes, la shkia, c'est trop risqué. Est-ce qu'elle a une faute? Est-ce qu'elle n'a pas une faute? Alors les Ashkenazim, ils ont une coutume que si une femme, pour une raison ou pour une autre, a loupé ou une négligence ou quoi, je ne te parle pas d'un honnête qu'elle a été hospitalisée ou quoi, mais une fait qu'elle a eu une négligence, elle rajoute une bougie tout le temps. C'est-à-dire ça gonfle. Ah, oui, si elle a négligé 3, 4, 5 fois, ça rajoute 5 bougies. À vie. Nous, on n'a pas cette coutume-là. Alors pareil, celui qui a cru, ça lui est arrivé 3 fois, il a cru que chaque fois il faut rajouter. Et un beau jour, on lui dit, c'est pas notre coutume, il peut s'arrêter. Mais tout de suite, du jour au lendemain, il s'arrête tout de suite. D'accord? Sans Atarat Nedarim. Il veut y faire Atarat Nedarim, il n'est pas obligé. Et s'il continue, à ce moment-là, il devra faire Atarat Nedarim s'il voudra s'arrêter. Ça devient une coutume, parce qu'il sait maintenant que c'est pas sa coutume, il continue. Machma, qui veut continuer, il a intérêt à ça continuer. D'accord? Wow, est-ce qu'on peut utiliser les 18 minutes pour allumer? Pourquoi? Comment? Si quelqu'un il dépasse un peu l'heure, est-ce qu'il peut utiliser les 18 minutes pour allumer? Tant qu'il est... Ce qu'il faut regarder à ce moment-là, c'est l'heure de la shkia. Dans ta ville.
la shkia, le coucher du soleil. Évite de raconter ça à la femme et aux enfants parce que ça va devenir l'heure de rentrer de Shabbat à la fin. En principe, Menisayon, quand on dit à la femme et les enfants, on parle de la shkia, à ce moment-là, tout le monde regarde la shkia et là, ça devient une galère. Parce que tout le monde regarde la shkia et ils prennent des gros risques, ils s'approchent trop de la shkia. Donc continue à leur dire l'heure, qui est écrit dans le louar, c'est à peu près, je sais pas moi, 25 minutes avant, un truc comme ça. Et si 10 minutes après l'heure du louar, tu vois que c'est un quart d'heure avant, même 10 minutes avant la shkia, oui, tu peux allumer. Quand c'est 3 minutes, 2 minutes avant, là, ça craint, sérieux. Il ne faut pas arriver à 5 minutes, ça devient vraiment trop touché, contigu. Il faut que ce soit, disons le mieux, 10 minutes, 8 minutes, ça va, c'est bon, tu peux. Même 5 minutes, tu as le droit, mais il ne faut pas arriver à cette ligne rouge, quoi, si tu veux. Ça. L'interdit, c'est à la shkia. Maintenant, il y a des fluctuations, on ne sait pas, il y a l'imprécision de la montre, il y a l'imprécision du louar, peut-être tu auras un autre louar, c'est 1 minute de différence, donc c'est risqué quand même, tu comprends? Il ne faut pas prendre cette limite, et évite d'en parler à la femme et aux enfants, parce que Menisayon, les gens qui font ça, après ils le regrettent, parce qu'après, ils loupent minra après, pour être sûr qu'il n'y a pas de Chilul Shabbat à la maison, tellement la famille s'habitue à la shkia, c'est dangereux. D'accord? Mais sache que tant que tu n'es pas arrivé à la shkia, en principe, dans un cas de force majeure, on a oublié de brancher la plata, il y a 10 invités qui viennent, je sais pas moi, elle va te faire une tête dans le carré la femme, tu vois. Donc il y a la shkia dans 4 minutes, 5 minutes, c'est ça, ou alors, je sais pas, il y a une explosion, les B2 de Trump qui vont s'accrocher à la maison. Tu peux faire entrer la prise de la plata, tu peux faire des choses, et chez Shalom, tu commences, c'est important, très important. Maintenant, si la femme est sous la douche et que la shkia dans 5 minutes ou quoi, qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre sa place. Après, elle va être en colère. L'éner Shabbat, c'est pour le Shlom Bayit. Et tu dis, c'est pas grave qu'elle se mette en colère. Non, en fait, tu as raison. En fait, elle n'a pas de raison de se mettre en colère. Tu l'as sauvée, en fait. Parce qu'elle, à cause d'elle, il n'y aura pas eu de mitzvah. Donc, c'est pas bon. Non, en fait, ce qu'il faut, même tu vas à la Sainte, tu dis, ma chérie, je suis obligé d'allumer la shkia bientôt. Ça, et tu allumes la bougie. Et tu acquittes la femme aussi. D'accord? Toute la maisonnée. Et donc, on allume, nous, dans un cas de force majeure, on allume la bougie. D'accord? Afilu ani, même un pauvre, she'en lo ma le'echol, hayav mitzvat adlakat nerot, ve'shoel ala petachim ve'lokar shemen au ner ou madlik. Tu vois, il doit quand même essayer d'emprunter. Donc c'est une mitzvah importante, des rabbanan, et importante. Chez ze bichlal onek shabbat. Ve'im en yado maseket liknot ner le shabbat ve'gab yain kiddush, l'un ou l'autre. Il peut acheter soit le vin, soit la bougie de Shabbat, ner Shabbat kodem. Pourquoi? D'abord, comment il fera le kiddush? Si il n'a pas pu acheter de vin pour le kiddush, comment il fera le kiddush? Sur le pain. Sur le pain. Hadak Bour. Kivanta. C'est ce qu'il écrit le Rav, il dit comme ça. Il dit ner Shabbat kodem, ve ikadesh ala pat. Ve im yesh lo chashmal, en tzarich lachazer ala petachim liknot ner. Et là, il et si il n'a pas de moyens et que il ne peut pas allumer de bougie à ce moment-là, il aurait dû acheter une bougie et faire le kiddush sur le pain. Mais étant donné qu'il a l'électricité, il pourra faire la bracha, il éteint la lumière, il fait la bracha, la adlik ner shel Shabbat, tac, il allume. La bracha, elle est posée sur la lumière électrique, c'est moutar. Que ce soit LED, que ce soit fluorescente, que ce soit bougie, que ce soit n'importe quelle lumière. On a le droit de faire la bracha sur l'électricité. Par conséquent, j'ouvre une parenthèse. Alors d'abord, ça c'est la solution de celui qui n'a pas le moyen d'acheter le ner. Si c'était dans le temps où il n'y avait pas d'électricité, il fallait qu'il achète une bougie plutôt que du vin et qu'il fasse ce qui touche sur le pain, comme tu as dit. D'accord? Mais maintenant qu'on a l'électricité de toute façon, qui sait et le LED c'est même tellement économique, donc il n'y a pas de problème, même au niveau de la consommation. Alors il fait la bracha sur le LED, sur la lumière, et donc il fera le kiddush sur le vin. D'accord? S'il n'a même pas de vin et tout ça, alors il fera le kiddush sur le pain, c'est pas grave, on peut faire le kiddush sur le pain. Le vendredi soir, c'est, comment dirais-je, c'est pratiquement, il n'y a aucun problème à faire kiddush sur le pain le vendredi soir et pas le matin. Le matin c'est moins bien, pourquoi? Vous vous souvenez pourquoi? Pourquoi le matin c'est beaucoup moins conseillé de faire kiddush sur le pain? Parce que le vendredi soir, on fait une bracha, on fait un kiddush qui est long. Etc. Mais l'essentiel, c'est qu'on conclut le kiddush avec une bracha. Ba'uchata Hashem Mekadesh Shabbat.
du fait qu'il y ait une bracha, c'est kiddush, des rabanan, il n'y a aucune ambiguïté. Mais le matin, on dit Veshameru bnei Israël et Shabbat. Et si, je sais pas, par exemple, il y a eu beaucoup d'interruptions où chaque fois que tu es en plein kiddush, une autre personne qui rentre, une autre personne qui danse, à la fin ça devient presque risible, tout le monde se moque, sans arrêt tu reviens sur le même pasuk, Bediavad, si tu as dit Alken, Berach, Adonai, et Yom HaShabbat, Vaikadesheo, Saver Maranan, Dechaim, Baruch Ata Hashem, Eloken Mecholam, Borpri Agefen, Zeo. Tu as été acquitté du kiddush le matin. Donc il n'y a pas eu de bracha, Mekedesh Shabbat. C'est-à-dire, les psukim, pourquoi il y a les psukim qui viennent du kiddush le matin? C'est juste pour donner l'ambiance du Shabbat. Mais c'est pas un kev, c'est pas. Il n'y a pas de bracha levatala, il n'y a rien. Tu dis Alken Berach Hashem Yom HaShabbat Veikadesheo, Baruch Ata Hashem Borpri Agefen Zeo. Il y a tzata et de chovat kiddush. Donc si je fais le kiddush sur le pain le matin, déjà qu'il n'y a plus de bracha, en plus tu enlèves le vin, alors l'ambiance elle a été presque diluée. Et entre ça, il n'y a pas de kiddush, c'est pas loin, il n'y a qu'un pas. Donc le matin, étant donné qu'il n'y a pas la bracha Mekadesh Shabbat, le poids, le coefficient dur qui montre bien l'évidence, mise en évidence du kiddush, alors le matin, on essaie vraiment de faire un kiddush sur du vin. Et s'il n'y a pas de vin, en différence du vendredi soir, on cherche même de l'arak ou quelque chose. Pour marquer le coup. Pour marquer le coup qu'il y a un kiddush, parce qu'il n'y a pas Mekadesh Shabbat, il n'y a pas la bracha. D'accord? Et une chouma, je crois que c'est Maïmonide qui ramène cette chouma, qui n'est pas tellement connue. Seouda Shlichit, c'est une chouma, pas du tout obligé. Mais celui qui veut, il prend un petit peu de vin, il fait bracha borepri agefen. Seouda Shlichit, parce qu'il y a une opinion qui dit que. Il y a une opinion qui dit qu'on aurait pu faire kiddush Seouda Shlichit. La halakha, on ne fait pas. Mais pour revigorer cette opinion, on peut faire cette chouma, yesh beze inyan. Faire borepri agefen, Seouda Shlichit. Une goutte, il n'y a pas besoin d'un kazaï, ni rien, juste une goutte, quelque chose. Même 2 gouttes, c'est pas grave. D'accord? On continue. Qu'est-ce qu'on fait pour réparer sur le fond de vin qu'on prend? C'est pas considéré comme kiddush. Non, le matin, le samedi matin. Non, je sais pas du Seouda Shlichit, je sais pas. Ah oui, non, c'est pas du tout kiddush, c'est juste apparenté à un ekesh, c'est juste un lien qui ressemble, une ressemblance lointaine. Mais le samedi matin, oui, il faut qu'il y ait kazaït. Réveil, pardon. Mishéenlo, elle a ner had bilvad, qui gon chimtsa bebet ha'asorim, le pauvre en prison, il a qu'une bougie. Et que yotze beze, veu be'erev Shabbat shel Hanouka, yadlik haner le Hanouka im haberachot. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce que tu mijotes encore? Vas-y, raconte. Qu'est-ce qu'il fait celui qui est à l'hôtel? À l'hôtel, Khalisur Mukhlat. On ne peut pas allumer une bougie à l'hôtel, c'est dangereux, il y a des capteurs de fumée, et ça. Wow. Tu allumes dans le lobby. Alors, on allume dans le lobby. Tu arrives au lobby, il y a 15 000 bougies qui sont déjà allumées, donc il n'y a pas de bras. Tu vas de ta chambre. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre? T'as des lumières, je sais pas. Tu prends le petit panasse, la petite veille, la veilleuse de nuit. Tu la mets dessus. Et si il n'y a pas de. Tu prends une petite pile électrique avec une pile aussi. Tu peux aussi, elle s'allume de 3 heures, elle s'éteint, c'est bon aussi. Tu allumes les toilettes, tu fermes la porte. Oh, Chazak Baruch. C'est vrai, ça. Maintenant, c'est la lumière des toilettes. C'est beau d'allumer les toilettes. Et ça se fait comme ça, d'allumer les toilettes. Tu vas arranger, tu fais la bracha en plus. Asher Kisham Mizvotav, c'est bon, on l'a dit que Nacha Shabbat. La lumière, et tu as la cuve des toilettes. C'est beau ça. Comme ça, on fait. Ah, Mouta, on a le droit. Je l'ai fait plusieurs fois. Tu l'as fait? Plusieurs fois. Ça m'embêterait, tu vois. Oui, mais c'est très pratique. Très pratique. Tu gagnes la bracha. Tu ouvres la porte, tu fermes la porte, tu as de l'obscurité totale ou tu as la lumière. Ça rend très pratique. Ça résout le problème. Total. J'ai pas amené une veilleuse. J'ai pas de truc, j'ai pas machin. Un manque de cadeau. Non, c'est Mouta. Mais quand À bout de bouille, les métiers, beaucoup qui sont métiers. Mais quand tu allumes le lobby, quand la femme elle allume dans le lobby, c'est pas bon. Alors quand on est à l'hôtel et qu'au lobby ils ont allumé et que si elle est la première à avoir allumé, par exemple tu vas dans un hôtel, C'est la 20e. tu vas à un séminaire de Harachim, je sais pas, à Shabbat, il y a 40, 50 femmes là-bas qui allument. Tu arrives là-bas, c'est une grotte d'Elianavi là-bas. Il y a 60 bougies allumées. Tu arrives, t'arrives à peine à trouver une bougie, toutes les bougies sont comme ça. Non, mais si tu as trouvé. Si tu as trouvé Mais la tu bougie, peux pas faire la bracha parce que c'est tout, c'est fait Torah. Tu peux pas faire la bracha. Tu allumes sans bracha.
Ah, c'est tu dommage, peux même tu pas perds la faire bracha. bracha? Non, parce que Pourquoi? même si tu es le deuxième à allumer, tu peux plus faire la bracha. Parce qu'il n'y a que là que tu peux allumer la bougie. Et il y a eu déjà une femme qui a posé une bougie allumée. Donc ta bougie à toi ne sera qu'une bougie supplémentaire. Et on ne fait pas de bracha sur une bougie supplémentaire, nous les Sfaradim. Ashkenaziot, oui. Nous les Sfaradim, non. On peut allumer une bougie supplémentaire. Nous, non. Nous, Tachles, non. On ne fait pas. Donc il faut soit qu'elle soit la première, Mais Comment? Mais la mitzvah, ou alors elle est kamikaze, elle éteint tout le Chedar Ochel. Elle allume, elle fait la brasse en l'allumant, bon, il faut trouver un interrupteur. Je sais pas, il faut. Mais la mitzvah, elle est uniquement sur le Tosefet Torah ou uniquement sur le. Non, sur la lumière. mitzvah elle-même de. La mitzvah, la bougie de Shabbat elle-même proprement dite, c'est mamash la bougie de Shabbat qui était allumée avant la sienne. Donc elle ne peut plus allumer une autre. C'est pour le Shabbat. C'est pas pour Elle la peut nuit. l'allumer, pardon, mais plus faire la bracha, excuse-moi. Pour le Shabbat, oui. Mais pourquoi elle allume une bougie? Parce qu'elle doit allumer une bougie, pas parce qu'il y a vraiment besoin d'allumer une bougie. Déjà, il y a une autre bougie qui est allumée. Non, non, mais si on dit que c'est pour la mitzvah, pas pour la Tosefet Torah, donc elle a le droit. La mitzvah, il faut qu'elle ait un support. Si la mitzvah a déjà été faite, on ne peut pas inventer une mitzvah. Mais c'est une autre femme qui l'a fait. Quel rapport avec elle? Oui, mais la mitzvah a déjà été faite. Ça. Il y a une réalité avec une bougie allumée, Elle l'a fait. l'Irfot Shabbat, qui est devant tes yeux, donc c'est fini, c'est cuit. Les carottes sont cuites, on ne peut plus inventer une mitzvah radasha comme s'il n'y a pas de mitzvah. Fermons les yeux, il n'y a pas de nerfs, on va faire comme s'il n'y a pas. Il y a. C'est une réalité. Yifshar. On ne peut pas, comment dirais-je, gommer la réalité. Tu comprends? Mais quand tu manges un fruit, celui qui fait Boré Peretz, toi tu veux pas. La bracha de celui qui mange le fruit et l'autre, rien à voir. Mais Moi, je veux il y a faire un Boré principe qui Peretz. dit ner le ahad, ner le mea. Une bougie, elle acquitte une personne ou 100 personnes, peu importe. Il n'y a pas de consommation de lumière. La bougie, si tu es deux à regarder la bougie ou trois, on ne mange pas plus de lumière, c'est pas comme un fruit. D'accord? Donc, ner le ahad, ner le mea, du moment qu'il y a une bougie de Shabbat, c'est fini, c'est cuit. Dans ce coin-là. Maintenant, s'il y a une autre pièce ou quoi, c'est pour ça qu'on a la patente de faire ça dans la chambre avec une veilleuse de nuit ou une lampe, ou alors les toilettes, la lumière des toilettes. Là, tu résous le problème. Comme c'est ton endroit spécifique, intime, à toi et rien qu'à toi, tu fais une bracha. D'accord? Là, tu peux dire, bon, bah, allumez tant que vous voulez là-bas. Mais là, toi, tu es Mesouda. Tu as ta bougie de Shabbat, patata, les gars. D'accord? Clair? Qu'est-ce qui va clair? Ouais, non, j'ai compris ce que tu dis, mais. Et on continue. Et juste pour finir, quand tu es invité alors. Quand tu es invité, donc tu peux pas allumer une bougie à côté de Baal Tabaït. Parce que la femme, je veux dire, elle se met à côté, elle va répondre Amen, elle va être acquittée, mais elle n'a pas eu de bracha. Pour qu'elle ait une bracha, il faut qu'il y ait le support de la mitzvah. Quel peut être ce support? Si elle a une chambre dans son intimité privée à elle, et qu'elle puisse, on lui permet, ou elle a la veilleuse de nuit ou quoi, peu importe, le moyen technique, pratique d'appliquer cette mitzvah, soit elle met une petite veilleuse, soit elle met une ampoule électrique, soit un petit coin de bougie, si on lui a arrangé que c'est pas dangereux ou quoi, à ce moment-là, elle peut allumer dans sa pièce intime à elle, et elle fait la bracha dessus. Et si elle ne fait pas tout ça, non. Comment? Si la femme ou le couple, etc., ils font pas tout ça, Ils ont perdu une mitzvah. ils ont perdu la mitzvah. Ils ont perdu la mitzvah. C'est dommage. Ils ont fait rentrer le Shabbat ou pas? Comment? Ils ont fait rentrer le Shabbat pour eux. Oui, ça n'empêche pas le Shabbat de rentrer, bien évidemment. Mais la qualité de la façon de faire rentrer le Shabbat, ça s'appelle mitzvah onek Shabbat. C'est approprié au domaine du onek Shabbat. Étant donné qu'on a une lumière, on a plus de kiff à se promener dans un endroit illuminé. Bon, ils ont perdu la Ils ont mitzvah perdu d'allumer pour un le peu Shabbat. dans la dimension qui s'appelle onek Shabbat, la préparation du Shabbat aussi. Quelque part peut-être aussi kvod à Shabbat, respecter le Shabbat, de préparer les préparations qui sont avant le Shabbat. Vous vous rappelez, on a vu ça il y a assez longtemps, on a vu. Il y a deux notions qui sont différentes. Il y a ce qu'on fait avant Shabbat, repasser, balayer, cuire, arranger la table, ça s'appelle, c'est préparer le Shabbat pour que le Shabbat il soit bien. Ça s'appelle kvod à Shabbat, respecter le Shabbat si tu veux. Arranger le Shabbat, préparer le terrain pour que le Shabbat soit bien. Et maintenant, jouir du Shabbat, c'est plus kvod à Shabbat, c'est onek Shabbat. Kiffer le Shabbat, consommer le Shabbat.
Donc manger, s'asseoir, manger des friandises, tout ça s'appelle Oneg Shabbat. D'accord? Les bougies, c'est un petit peu sur les deux. C'est préparé dans un sens, et d'un autre côté, le Rav, ça concerne Oneg Shabbat aussi. C'est le rôle de l'homme de préparer les bougies. Pourquoi? C'est intéressant ce que tu dis. Yaakov, il nous dit pourquoi l'homme, il doit préparer les bougies, alors que c'est la mitzvah de la femme d'allumer les bougies. Pourquoi? Il y a un pousset, je ne sais plus si c'est le Raman pas, je ne sais plus qui a écrit ça. Il dit que, d'abord, pourquoi la femme, elle, la mitzvah lui est appropriée plus qu'à l'homme. Pourquoi? Maïmonide, il dit parce que Isha Metsuya Babayt. Parce qu'en principe, dans la réalité en moyenne, si tu veux, la femme est plus présente à la maison que l'homme. Donc, puisqu'elle s'occupe de la maison, elle est plus présente à la maison, la mitzvah, elle est sur elle. Elle prépare le terrain à la maison, que la maison soit illuminée. C'est à elle de le faire. D'accord? Mais il y a d'autres poskim qui disent qu'il y a d'autres raisons encore. Étant donné que la femme, avec Adam et Ève, c'est elle qui a engendré la réalité, nouvelle réalité de la mort. Donc elle a éteint la lumière du monde, qui naît un mitzvah avec Torah O. C'est-à-dire que c'est que le corps est comparé à la bougie et l'âme est comparée à la flamme. L'extinction de la bougie, c'est-à-dire la mort en fait, ça ressemble paraboliquement. Donc elle a éteint paraboliquement la bougie, la lumière du monde, étant donné qu'elle a fait une faute qui a engendré la mortalité dans le monde. À ce moment-là, hein, le tikkun, pour réparer cela, on va lui demander d'allumer la bougie. Shabbat. D'accord? Seulement, ça c'était vrai jusqu'à la faute du veau d'or. Or, à la faute du veau d'or, les femmes, toutes les femmes, n'ont pas participé, elles ont refusé de participer à cette faute-là. Donc, après le matin de Torah, la mort a redisparu. Il y a une opinion de la Gemara qui ramène que la mort a redisparu. Cherut, c'est-à-dire on était libéré du malach hamavet aussi. Opinion comme ça. Qu'il n'y avait plus d'emprise de l'ange de la mort sur nous. Donc la mortalité avait disparu. Et de ce fait, quand il y a eu la faute du veau d'or, même que c'est pas tout à fait nous qu'on a fait le veau d'or, on n'a pas assez réprimandé. Bon, il y a pas mal comment dire, les dagdek à raconter là-dessus. C'est pas évident que c'est nous les Bnei Israël qui ont fait. C'est plutôt le rêve grave, et nous on aurait dû réprimander, on aurait dû se révolter, essayer d'empêcher. On a vu que Hur, le fils de Caleb Ben Yefouné, lui il a réprimandé beaucoup, le rêve grave, ils se sont levés, ils l'ont tué. Donc Aaron, quand il a vu ça, il a eu peur, parce qu'il était le Kohen Gadol. Il n'a pas eu peur tout à fait pour lui, c'est pas pour soi qu'il a eu peur. Il a dit, si je réprimande et qu'il le tue à lui, ils vont tuer le Kohen Gadol. Et s'ils tuent le Kohen Gadol, bon, c'est-à-dire, la tchouva, ça va être une tchouva très, 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 pratiquement très dure à atteindre. Donc il dit, s'il tue le Kohen Gadol, il n'y a pratiquement pas de réparation, c'est très difficile. Donc pour ça qu'il a essayé d'être diplomate avec eux, et c'est pour ça qu'entre guillemets, il s'est fait embobiner, parce qu'il ne savait pas que quand il a jeté l'or dans le feu, il sortirait un veau d'or. Il ne savait pas que c'était ensorcelé. Ça, il y avait Yanous et Ambaros, les fils de Bilham, des sorciers qui étaient là-bas. Toute une histoire et un midrash complexe là-dessus. Et donc en fait, il s'est fait embobiner par eux. Et il ne savait pas qu'il y aurait cette histoire-là. Il fallait qu'il pose, le Zohar dit qu'il fallait qu'il leur demande de poser l'or par terre pour annuler la sorcellerie, mais il ne savait pas ça. Donc il y a toutes sortes de choses qui font que les Mfarshim, les commentateurs, ils disent, c'est pas tout à fait nous qui ont fait il y a eu la sorcellerie, il y a eu tout un complot autour, et en fait, on aurait dû tout simplement se lever et risquer, prendre plus de risques et réprimander. Se détacher, si tu veux, c'est ça. Et de ce fait que les femmes, par contre, elles étaient beaucoup plus déconnectées de cette histoire-là, en fait, c'est considéré quelque part que c'est l'homme qui a permis à la mortalité de revenir dans cet épisode dramatique du veau d'or. Et donc de ce fait, les hommes aussi, ils ont maintenant un besoin de réparer quelque chose qui a ramené la mortalité. Et donc l'homme, comme disait Jacob, c'est important pour lui qui participe à préparer. Alors il y a une coutume ashkénaze où l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Je crois que c'est ashkénaze, parce que nous on n'a pas cette coutume. Il allume la bougie sans bracha, il l'éteint tout de suite. Pourquoi? Parce que quand tu allumes, après, la flamme, elle s'attrape très vite. Pour faciliter l'allumage. Faciliter l'allumage de la femme. Quand elle allumera, elle fait une bracha, tout ça, elle n'a pas le temps. Donc elle arrive, le sous-marin avec le radar, ça, le sonar, et donc on est là, Hazma. Elle arrive à allumer, elle n'a pas le temps, ça ne s'allume pas, elle a fait la bracha, tout ça, comment elle fait?
L'homme, il a allumé et éteint, donc tout de suite la femme va s'accrocher sur le... En plus, ça commence à happer, ça commence à pomper l'huile, etc. La mèche, elle est prête. Ça s'appelle Hatava Tanerot, les hâtives, les taners. Nous, ce qu'on fait, on n'a pas cette coutume, on prépare la bougie. Tu prépares les petits pots, les bougies paraffines, tu remplis l'huile avec un peu d'eau dessus, tu fais une bonne mèche, de manière qu'elle n'est plus qu'à arriver à allumer les bougies. Donc on est un peu associé à ce mitzvah de par ce détail pratique, la préparation. Donner l'éclaircissement. Ouais. Nos avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce qu'ils nous ont amené? La maladie, la vieillesse et la mort, n'est-ce pas? Ouais. Alors, c'est Chabad qui a amené la mort ou c'est un des trois? Non, la mort était venue avant, chronologiquement. Tu poses la question, parce qu'ils n'entendent pas la question. Tu poses la question. Alors, est-ce que le Midrash dit que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov qui ont ramené la fatigue, la maladie et Non, pas la mort. La ressemblance, la vieillesse et la maladie. La vieillesse et la maladie. Ok. Pas la mort. Ok, c'est bon. De toute façon, chronologiquement, la mort était bien avant les patriarches. Donc, Oui, c'est vrai. la question n'est, Ok, en fait, ne se pose pas tellement. Pour moi. Mais voilà. Donc, la vieillesse, c'est par rapport à Abraham Avinu quand il est là avec Yitzhak. Les gens ne voyaient pas la différence entre Abraham et Yitzhak. Et après, il y a Yaakov qui. Le passouk ramène que Yaakov, on a dit à Yosef que son père était malade. Et pourquoi on lui a dit qu'il était malade? Parce qu'avant cela, il n'y avait pas de maladie. Parce que la maladie qui donne l'allusion que la personne va disparaître. Pour que la personne puisse, qu'elle ne quitte pas le monde d'un coup, en un souffle. Donc ils ont demandé qu'il y ait la maladie qui vienne progressivement, avant que la personne parte. Donc elle commence à sentir, le corps commence à le trahir. Les jambes, les genoux trahissent, il ne peut plus manger ci, il ne peut plus faire ça. Donc il sent que petit à petit, il comprend l'allusion, que le monde n'est pas éternel. Ça lui fait faire tchouva, ça lui fait préparer parfois le testament, comme ça. Heureusement que c'est trois. Alors par exemple, s'il a 6 filles et un seul garçon, alors il commence à donner ses biens un peu aux filles pour qu'elles puissent construire leur foyer, parce qu'elles ne vont pas hériter. Après la Torah, les filles n'héritent pas, donc il prépare le terrain. Il ne dit pas non, je ne vais pas y penser, tac, après quand il disparaît le pauvre, il n'y a que le garçon qui prend tout et il laisse les filles parfois un peu déshéritées. Alors qu'est-ce qu'il fait? Soit il leur donne de son vivant, soit il fait ça ne s'appelle pas tout à fait un testament. Il va chez Talmid Chachamim avec deux témoins, et ensuite, et avec un notaire aussi pour le confirmer au niveau de la loi. C'est une parenthèse. Et c'est recommandé de le faire, parce qu'une personne qui prépare sa disparition aussi, c'est parfois une ségoula pour allonger la vie. C'est un testament. Quelqu'un qui achète une tombe, c'est une ségoula pour allonger la vie, acheter une tombe de son vivant. Et donc il prépare le terrain, de manière qu'il a une fille par exemple qui se débrouille, elle n'est pas débrouillarde. Il sait que celle-là, il faudra l'aider, ça. Ou alors elle est mariée avec un type encore pire que lui. Donc il ne va pas la laisser dans le besoin. Et le garçon, au prochain, il a épousé une femme riche comme je sais pas quoi. Donc ce ne serait pas tellement efficace que lui il hérite de tout et elle reste sans rien. Donc il se dit, on va faire un document qui va être ilchatique aussi, de manière que rétroactivement, quand il disparaîtra, c'est comme si 5 minutes avant, quelques moments avant d'avoir décédé, il aura donné un cadeau à sa fille. D'accord ? Okay. Donc c'est pas un héritage, parce que la fille n'hérite pas. Donc il fait quelque chose qu'il fait avec Talmid Chachamim, avec 2 témoins chéris, et il confirme ça avec un document qui est fait chez un notaire, pour que la loi, elle confirme ça. Et donc ils pourront aller avec ça au cadastre, ça, ils feront faire tout ce qu'il faut, etc. Et donc il répartit bien comme il veut. Pourquoi on a dit ça? J'ai perdu le fil. De quoi on parlait tout à l'heure? La bougie de la femme. Ah, pour la fatigue. Et donc le Midrash dit qu'ils ont demandé la fatigue, pas la fatigue, la fatigue avant de disparaître, les maladies. La maladie. Le corps commence à trahir, il commence à réfléchir qu'il va disparaître. Donc soit il fait son testament comme on a dit, ce document-là dont on a parlé, soit il prépare, il fait tout ça pour lui. Il achète une tombe, il commence à réfléchir, il dit il va restituer quelque chose. Parfois par orgueil, par ego, il a eu une dispute très très dure avec son frère ou avec un voisin ou quoi. Et puis finalement réfléchissant, il se dit bon, il va quitter le monde avec cette faute dans les bras. Donc comme il n'a pas voulu les vater, il n'a pas voulu céder, il se dit bon, ça vaut pas le coup de ne pas céder. Il se réconcilie et donc il prépare son truc. Il y a une belle histoire avec l'histoire de la catastrophe de Versailles. Vous connaissez ça, cette histoire? Vous vous rappelez, il y a une vingtaine d'années, Oui, à Olam, Versailles, qui s'est effondré. il y avait un quartier à je ne sais plus où, un quartier
Shchunot comme ça. Et là-bas, il y avait deux familles, il y a eu une dispute terrible. Une dispute, mais alors, très grave, entre deux familles. Et cette dispute, elle a été tellement loin que c'était d'un commun accord où chaque membre d'une famille ne s'approchait plus d'un membre de l'autre famille. Comme une... c'était banni, ils étaient bannis l'un à l'autre. Dans le quartier, c'était connu. Tu vois, ils s'éloignaient, bon, pas... C'était des enfants, les petits-enfants. Deux mêmes familles? Non, deux familles différentes, deux familles qui sont... Il y a eu un grand différent et ils ne pouvaient plus se voir. Mais à la fin, c'est à peine s'ils se rappelaient de la raison, c'était juste une tradition qui est restée comme ça. Ils ne s'approchent pas, les intouchables. Un beau jour, la mère de l'une des familles, elle s'est dit, mais pourquoi ces intouchables, pourquoi ça? À peine si elle se rappelle de la raison, quoi, s'il n'y a pas de raison, aucune raison. Elle a pris une initiative, elle a pris un gâteau ou quelque chose, elle a tapé à la porte de l'autre, la voisine en question, la mère de la famille des intouchables. Bon, la femme, elle ouvre la porte, elle voit ni plus ni moins la mère de l'autre tribu, tu vois, comme ça, tac, le cœur qui s'arrête, la gorge complètement sèche. La femme, elle le regarde, elle lui dit, écoute, on se parle plus, on est bannis, on est intouchables. De toi à moi, je sais même plus pourquoi on le fait. À quoi ça rime tout ça? Ça rime à rien. On gambit dans le même quartier, nos enfants, petits-enfants, ils se parlent pas, ils savent même pas pourquoi. Je trouve ça normal, pourquoi? Et moi, j'ai rien contre toi. Moi, je t'aime bien dans le fond, j'ai rien contre toi. Elle s'approche, elle l'attrape, elle l'embrasse, elle lui donne une bise, elle lui donne un gâteau, tout. L'autre, elle est complètement... Elle sait pas, elle se dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est un piège, qu'est-ce que c'est cette histoire, tu vois? Vous connaissez l'histoire des deux ennemis? Je vais une parenthèse, rappelle-moi l'histoire, que je n'oublie pas. Il y avait deux ennemis jurés. Et l'une d'elles est tombée malade, mais très malade, une maladie sophronique. C'était très très malade, sur son lit de mort elle était. Elle a dit, je voudrais parler à son ennemi juré, l'ennemi juré qui arrive aussi, pour se réconcilier. D'autres, elle entend qu'elle est malade. Elle se dit, bon, on ne peut pas refuser. Elle est sur son lit de mort. Elle rentre. Elle dit, approche. Ça sert à rien, tout ça. Elle est sur son lit de mort. Elle s'approche. Viens, je vais te dire quelque chose à l'oreille. Je l'embrasse. Elle l'embrasse comme ça. Quand elle s'approche, tu connais l'histoire? Elle lui mord l'oreille. Comme ça. Et l'autre, elle crie, elle s'en va. Après, elle dit, maintenant elle peut partir tranquille. C'est vengé. Elle peut partir tranquille. Ouais, alors l'autre, on revient à la mère, elle dit, qu'est-ce qu'elle va me faire? Si c'est un piège, elle veut m'embrasser, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle me mord dans l'oreille, qu'est-ce qu'elle veut faire? Bon, elle sait pas quoi faire. Et puis elle s'assoit, elle lui dit, pourquoi, viens, on se réconcilie. Elle dit, tu sais quoi? Mon fils, il se marie dans 5-6 semaines, il se marie, je t'invite, toi et ta famille, sur la table d'honneur, vous êtes. Oh, table d'honneur, là, ça devient sérieux, là, déjà. Table d'honneur, c'est... Bon, elle réfléchit, elle voit que c'est pas du bidon. Elle lui donne la hazmana. Ouais. Bon, elle se dit, comment je vais raconter ça? Mon mari, ça, faut les convaincre maintenant. Avdou alaïr, c'est pas vrai, c'est un piège, bon. Elle arrive à les convaincre, et elle regarde sur le calendrier la date, ça tombe pile sur un examen médical très important qu'elle-même elle doit faire. Et elle est invitée d'honneur, tu comprends? Et purée, si je lui dis que j'ai un examen médical, qu'est-ce qu'elle va dire? Bon, ça va, on les connaît, tu comprends? Mais qu'est-ce que je fais? Mais il faut qu'elle doit aller à l'examen, elle ne sait pas quoi faire. Elle réfléchit, elle dit, bon, il n'y a pas de solution. Elle-même va aller voir la voisine, avec le papier de l'hôpital et tout ça, elle lui montre. Et elle dit, écoute, vraiment, j'ai suffoqué de ce que tu nous as fait. Je suis d'accord, j'ai un isorèmètre, je veux moi aussi. Mais écoute, ne m'en veux pas, j'ai un examen à l'hôpital, regarde, je suis venu te laver pour que tu crois, pour que tu me crois, tu crois pas que je t'invente des bobards. La femme, elle voit ça, elle dit, ne bouge pas, tac, elle téléphone à son fils. Elle dit, mon fils, tu te maries telle date, lui dit comme ça, va voir la salle de fête, demande de repousser, de bouger la date. Quoi, maman? Ouais, c'est comme ça, c'est la voisine, c'est les chronos, c'est les quartiers, tu vois, ils sont pas, ouais, fais comme ça. Et le type, d'accord, maman. L'autre, elle envoie ça, ouais. Il va voir le type, la salle de fête. Et il lui dit, c'est encore donc 5-6 semaines, ça va, c'est pas trop tôt. C'est pas dans 3 jours. Et il dit, bon, il bouge le truc de quelques jours. Il avance, il recule, je sais plus. Elle revoit la femme. Elle dit, voilà, on a bougé le mariage, maintenant tu viens. Ouais, tout va venir, mais tout va venir. C'est obligé, l'invité d'honneur, tout comme ça, obligé de venir. Et donc, ils ont repoussé, dans l'histoire, ils ont repoussé de quelques jours. Le jour
du mariage en question où il y avait l'examen, il y a eu la catastrophe de la salle de Versailles. Ce zoug-là, il devait se marier là-bas, dans cette salle de Versailles, et ça a été repoussé. C'est-à-dire, grâce à cette réconciliation-là, ils ont été sauvés d'une catastrophe. Il y a eu beaucoup de morts là-bas. Il y a eu des gens, c'était vraiment une catastrophe. Le pays était dans un deuil spontané, quoi, une ambiance de deuil, je me rappelle. C'était un jeudi, un truc comme ça, je crois. Vraiment une ambiance de deuil. Première année que je suis arrivé. Ah bon? Donc voilà une belle histoire. Tu vois, quand une personne, elle s'approche parfois d'un âge avancé, elle se dit, c'est à quoi cette dispute-là? Pourquoi? Mais pourquoi Birla on fait cette dispute? Parfois, il existe des histoires comme ça peut arriver. Vous comprenez? Quelle heure il est maintenant? 10 heures. Alors, une dernière histoire avant qu'on se quitte. Oui. Une belle histoire. Non, Tachem. Il y a une histoire où Mohamed, la lumière, elle est tellement importante, la lumière. Un jour, il y avait un voleur de voiture. Un voleur de voiture, il était spécialisé. Non, un juif. Un juif, mais Chacham, tu vois, il est très. Avec des doigts d'or, il est spécialiste sur la voiture de luxe. Tu sais, les SUV, les gros Jeep Mercedes comme ça, tu vois, c'est ça qu'il connaît. Son job. Il a son fournisseur, il les vend, je sais pas, chez les Arabes, je sais pas où il est refou. Bon, SUV, je sais plus les initiales de quoi. Jeepon. Alors il arrive, il voit une super Jeep, Cadillac, ou je sais pas quoi, un truc. Ah, c'est qui? Tac, tac, c'est doigt d'or. Il tripote, il regarde à droite à gauche, tac, ça s'ouvre, il rentre dans le système, il a son système de clés, les cartes et tout, tac, tac. Tu comptes jusqu'à 7 ou 8, la voiture elle démarre, impec, il met la sono, il met le super Mazgan, cool, relax, il kiffe le Mazgan, il kiffe la sono, il roule. Il regarde dans le rétroviseur, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur le siège arrière un siège de bébé avec un enfant dedans, endormi. Purée! Il va comme ça, il va sur le siège arrière, il a non seulement pris la voiture, mais il a pris le bébé avec. Et après il regarde, il me dit, mais il est endormi, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête, c'est pas vrai, il a perdu connaissance. Il s'arrête, il le tape comme ça, il a perdu connaissance. C'est pas possible, il a perdu connaissance, je l'emmène à l'hôpital. Alors il va avec une voiture volée à l'hôpital, emmener un gosse. Alors sur la route, qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce que je fais? Mais il dit, c'est pas question, il risque de mourir. Alors c'est pas un tueur, il a vraiment pitié du gosse. Il arrive à l'hôpital, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit comme ça, il dit, j'ai vu une voiture fermée, avec un gosse dedans enfermé, et je l'ai ouvert pour l'emmener à l'hôpital. Alors donc ils ont pris le numéro, ils ont appelé la police, ils ont averti les parents, donc les parents ils sont arrivés, bon ils ont dit c'est tout juste, il leur dit pas, mais vous avez pas honte, vous allez laisser un gosse comme ça, genre le voleur, tu vois, le grand justicier, tu vois. La famille, donc lui le voleur, il a sauvé l'enfant, il a sauvé le gosse, il l'aurait animé après longtemps, ça, à la fin le gosse il était déshydraté, tout ça, bon, ils l'ont sauvé, Baruch Hashem. Les parents sont arrivés, vraiment embarrassés, mais alors, et Baruch Hashem, le gosse, il a survécu. Ils l'ont pas lâché d'une semelle. Comment? Une vraie histoire, oui. Ils l'ont pas lâché d'une semelle, ils lui ont dit, écoute, il faut qu'on se rencontre. Tu viens chez nous Shabbat. Non, ma putain, viens chez nous Shabbat. Shabbat, tu viens chez nous. Bon, il voit que c'est pas un religieux, on va te faire la fête. Bon, finalement, il accepte. Il arrive chez eux. Alors, les enfants qui tournent autour, tu sais, comme les Indiens autour, sans arrêt, ils le reçoivent. Au repas, tout le monde fait des chants pour lui, comme ça. Et à la fin, au dessert, un grand gâteau avec son nom écrit dessus, tu vois, comme ça. Merci, le père et la mère, merci beaucoup. Ils ont sauvé la famille, tu vois. Il devait y avoir un mort. C'est dingue. Bon. Après, le lendemain matin, il va à la prière et tout. Et lui, bon, l'onaïm quand même, il sait que c'est comme un voleur de voiture, c'est pas... À la fin, le père, il lui dit, écoute, il faut que je te présente mon Rav. Alors, il n'a pas tellement envie de voir le Rav, mais il dit, tu sais quoi, j'ai passé un tel bon Shabbat, si ton Rav, il t'a donné cet enthousiasme, et vous m'avez vraiment revigoré mon âme, je me sens... Autrement, il a vraiment passé un bon Shabbat. Je veux bien connaître ton Rav. Alors, il l'emmène chez son Rav, et quand il parle avec son Rav, bon, il demande au Rav, est-ce que je peux te parler tout seul? Alors le Rav dit, oui, pas de problème. Bon, le père s'en va, il croit qu'il veut poser une question intime ou quoi. Et le jeune, il parle au Rav, il lui dit, écoute, j'en peux plus. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je peux te parler seul, tu peux me confier à toi, tu racontes à personne? Il dit, oui, t'inquiète pas. Il dit, écoute, mais j'en peux plus, ils me prennent pour un tzaddik, ils croient que je suis comme ça, ils m'ont fait des gâteaux avec mon nom dessus, je peux plus, ma conscience me tue. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mahabaya. Et il dit, mais tu crois que je suis un tzaddik? Je suis pas un tzaddik. J'ai pas sauvé leur enfant, j'ai volé leur voiture.
Et quand j'ai volé la voiture, j'ai vu un enfant derrière et je l'ai emmené à l'hôpital. Et là, j'ai raconté que j'ai volé la voiture pour le gosse, mais c'est pas vrai. Alors le Rav, il entend comme ça, il dit, bon, mais c'est pas grave, tu as fait une grande mitzvah quand même. Tu as sauvé l'enfant, tu as vraiment sauvé l'enfant, même si ton histoire est d'une version différente. Tu as quand même, de fait, sauvé l'enfant. Ne méprise pas ça. Il dit, oui, mais je suis pas le tzaddik qui raconte. Moi, je suis un voleur de voiture. Et je veux plus être un voleur de voiture. Ils m'ont fait un électrochoc, ils m'ont rendu fou tout le Shabbat. À me prendre pour un tzaddik, je peux plus, je veux redevenir un être humain normal. Je peux pas continuer ma routine d'un côté et continuer à me faire traiter de tzaddik sans arrêt toute la journée. Je sais plus où je suis. Je t'en prie, fais quelque chose. Ah, il calme-toi, il a pris dans ses bras et tout. Tu vois, il a compris la situation, il est sincère. Après, le Rav, il le regarde, et c'est ça le clou de l'histoire. Le Rav, il le regarde, il lui dit, dis-moi, tu te rends compte ce que tu as fait? Tu as sauvé un gosse. Il dit, dis-moi, cherche, est-ce qu'il y a une mitzvah, une grande mitzvah que tu as fait dans ta vie? Et la vérité, voleur de voiture depuis des années, j'ai fait beaucoup de peine à ma femme, avec toute cette histoire et tout, mes parents, tout, ils racontent que vraiment, ils ne se rappellent pas avoir fait une mitzvah. Il dit, cherche bien, c'est pas possible. Il n'y a pas de juif qui n'est pas une mitzvah. Il dit, maintenant que j'y pense, il y a peut-être une chose que je fais bien. Il raconte le voleur de voiture, il dit, quand je vole une voiture, je suis spécialisé sur les voitures de luxe. Il dit, bon, je prends la voiture de luxe, elles sont hyper assurées. C'est un type qui a une Jeep Cadillac ou quoi, il assure au vol, à tout, tu vois. Bon, alors il s'est dit dans sa tête, il se dit, bon, il vole la voiture, l'assurance va tout payer, c'est pas un problème. Genre, l'argent il vient du ciel, tu vois, il tombe du ciel, il comprend pas qu'il vole enfin il comprend pas. Il vole l'assurance, mais pour lui, il n'a pas fait de peine tellement au propriétaire. Il dit, mais quand même, je regarde dans la boîte à gants, je trouve parfois des bijoux de famille, ou je trouve des cartes de crédit, des cartes d'identité. Ça, je sais que ça embête beaucoup les propriétaires. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets dans un sac, je repère l'adresse, et j'envoie anonymement, à la poste, à la personne, et la personne, elle retrouve toutes ces cartes de crédit, ces bijoux de famille, etc. Ça, c'est pour ne pas qu'il y ait un tsar. Alors le Rav, il le regarde, il dit, tu comprends ce que tu es en train de dire? Et regarde, tu es un voleur de voiture, un malfrat, un délinquant. Mais Akadosh Baruch Hu, à quoi il est occupé de t'observer dans ton vol, dans ton manège de délinquant, cette intention-là que tu as de tenir compte du tsar, de la personne qui se dit, les bijoux de famille, il y a 15 ans qu'il a reçu de telle personne, la carte d'identité, comment on va le refaire, la carte de crédit, va savoir ce qui va se passer. Il est occupé à t'observer dans ce que tu fais pendant que tu voles la voiture. Au point où il a arrangé tout ce scénario pour te faire tomber sur une voiture que tu sauves un enfant. Comme ça. Tu comprends ce que c'est l'Ashgacha Prati d'Akadosh Baruch Hu? À quoi il est occupé à t'observer? Sur des détails comme ça, même dans ton vol, il est occupé à voir le bon côté de ce que tu es en train de faire. C'est ça la lumière de la tchouva. Shemit Barach, il est occupé à voir le bon côté de chaque personne. Yiratzon Shalom, Shabbat Shalom, Borah. Shabbat Shalom, c'est. Shabbat Shalom. Ça, c'est à toi.